Radio G. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Alyosha Wlazowski, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. C'est pas une première pour vous, vous êtes déjà venu, vous êtes philosophe, vous êtes universitaire, mais aussi musicologue. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer dans cette conversation. Et vous publiez 2 livres, événements absolument passionnants. Édouard Glissant aux éditions des Presses universitaires de France. Et surtout, Jacques Derrida et Édouard Glissant en dialogue aux éditions des Presses universitaires de Vincennes. Ça va être l'occasion, notre conversation va être l'occasion évidemment d'analyser le dialogue de ces 2 grands intellectuels aujourd'hui disparus et de s'interroger dans un second temps sur le rapport très spécifique du grand philosophe Jacques Derrida, dont on va fêter bientôt les 20 ans de la disparition. Ce sera un événement très important sur son rapport à la fois étroit et singulier au judaïsme, à l'être juif et à la vocation juive, selon ces termes, je reprends ces termes, que nous allons trouver dans des livres que nous allons interroger tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'était un philosophe qui a pensé la mondialité, mais il a aussi pensé de façon très rapprochée l'être juif. Alors partons du commencement, partons de ce livre qui fait dialoguer la pensée du père de la déconstruction et la pensée du père de la créolisation. Vous parlez d'un dialogue musical entre Jacques Derrida et Édouard Glissant, avec des échanges qui vont se poursuivre sur une petite vingtaine d'années, en Italie, en France, mais aussi bien sûr aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, partons de là, de faire dialoguer, de faire entrer en écho réciproque les 2 pensées de ces hommes qui se sont croisés quelquefois dans leur vie? Oui, merci de cette belle présentation Alexis. Vous avez raison, ce sont 2 penseurs qu'on peut faire dialoguer aujourd'hui justement pour les questions donc, que vous évoquez. À la fois par exemple le lien entre créolisation et déconstruction, mais aussi entre archipélisation, par exemple, chez Édouard Glissant et dissémination chez Jacques Derrida, et un certain nombre de liens, puisque il y a la judéité chez Jacques Derrida qui est très importante, qui constitue à la fois un héritage, un parcours et une identité peut-être à venir. Enfin, on reviendra sur ces questions très importantes. On va revenir là-dessus, oui. Et de l'autre côté, il y a la question de l'antillanité chez Édouard Glissant, l'un venant de l'Algérie française, l'autre venant des Antilles françaises. Je pense qu'il y a beaucoup de questions très importantes aujourd'hui. Ils ont vécu tous les 2 aussi l'exil, l'arrachement à la terre natale, à l'origine, à la famille, puis ils sont partis à peu près étant adolescents pour venir à Paris faire des études de philosophie. L'un ayant traversé la Méditerranée, l'autre venant justement des Antilles jusqu'à la métropole, jusqu'à Paris. Donc c'est très intéressant. Leur parcours est important. Les questions qu'ils posent sont fondamentales aujourd'hui. Et c'est la première fois, je pense, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre que vous avez la gentillesse de citer, de les rapprocher. C'est la première fois absolument qu'il y a un livre qui est consacré à leur dialogue. Dialogue évidemment inachevé. Mais on peut dire que votre essai participe en quelque sorte de son parachèvement. C'est un parachèvement post-mortem. Les 2 hommes donc sont disparus il y a maintenant plusieurs années. Édouard Glissant était né en 1928, il est mort en 2011. Jacques Derrida est né en 1930 et il est mort en 2004. Vous parlez, pour l'un comme pour l'autre, de l'épreuve de la contre-voix. Est-ce qu'effectivement cette épreuve de la contre-voix, je reprends vos termes, Alyosha Wlazowski, s'enracine dans leur biographie respective de jeunes exilés? On rappelle les circonstances. Jacques Derrida, grand philosophe, né dans une famille juive d'Algérie et qui, dans les années 50, va s'arracher à sa matrice familiale, venir à Paris, faire la connaissance de Louis Althusser, devenir ensuite caïman de la rue d'Ulm, avec la carrière internationale qu'on lui connaît. Et quant à Édouard Glissant, c'est effectivement la trajectoire depuis les Antilles, de sa naissance, ses Antilles natales, vers le Paris des lettres et des arts. Absolument. Donc là, vous tracez déjà effectivement un parallèle intéressant, fort, puissant, entre ces 2 grandes figures qui vont effectivement avoir cette trajectoire dès à 19 ans. Donc Jacques Derrida part pour étudier en Cagne au lycée Louis-le-Grand. Donc il fait une traversée de 20 heures, 21 heures avec des vomissements. Il les raconte dans le monolinguisme de l'autre, par exemple, qui était effectivement une traversée très dure. Il arrive à Marseille. On peut dire d'ailleurs par parenthèse qu'on l'envisage quand on le lit. Nous sommes biographiquement pas dans une génération qu'il a eu comme professeur. Non, malheureusement. On est arrivé après. Exactement. Mais on envisage son hypersensibilité, voire son émotivité à Jacques Derrida. Ah oui, complètement. Lorsqu'il revient sur ces événements, sur évidemment aussi le traumatisme de l'enfance, puisque effectivement en 1940, on sait très bien que la nationalité française a été retirée aux Juifs d'Algérie. C'était la fameuse abrogation du décret Crémieux, qui a été un traumatisme considérable pour ce judaïsme algérien qui était, vous le savez bien, profondément patriote,
profondément républicain. Exactement, et c'est quelque chose qui a marqué très profondément dans sa chair, dans son corps et dans sa pensée Jacques Derrida, et il reviendra par exemple dans le grand texte Circonfession, qui est un texte très important, et au fond toute la philosophie et de Derrida et de Glissant est une question qui, en fait, leur philosophie traverse leur autobiographie. Alors, ça c'est important. Question très naïve. Alyosha Valasovski, vous êtes philosophe, vous êtes un peu spécialiste aussi maintenant de la pensée d'Édouard Glissant, vous lui consacrez parallèlement un essai aux éditions des presses universitaires de France. Qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui permet de faire jouer les résonances et les échos réciproques entre la pensée de la déconstruction, celle de Jacques Derrida, et la pensée d'Édouard Glissant qui s'attache au nom, alors aujourd'hui au concept très débattu, notamment dans la sphère politique, par la France insoumise, de créolisation. Oui, tout à fait. Donc si on laisse de côté cette dimension-là d'actualité politique, mais ces deux idées sont très importantes. Vous savez, parfois dans le journalisme, on réduit les penseurs à des logos. Ils sont évidemment très réducteurs. Néanmoins, c'est vrai que dans la représentation de beaucoup de nos auditrices, de nos auditeurs, Derrida, c'est la déconstruction, même si c'est plus compliqué naturellement, et Glissant, c'est la créolisation. C'est très juste, non mais c'est de toute façon très juste. Si à partir du moment où l'on donne un peu de profondeur à ces dimensions philosophiques, intellectuelles, puisque c'est le travail de toute une vie pour l'un et pour l'autre. Non, ce qui est très intéressant, c'est prenons un exemple très concret. La rencontre entre Derrida et Glissant en Louisiane, donc dans un des États des États-Unis, à Bâton Rouge précisément, donc qui est aussi une terre de créolisation, puisque la présence française. Ou un petit peu plus tard, dans sa trajectoire personnelle, par parenthèse, Édouard Glissant va s'installer puisqu'il aura une charge universitaire. Exactement. Voilà. C'est à cette occasion-là, il dirige le Centre d'études francophones en 1992. Il invite Jacques Derrida et c'est très intéressant parce qu'ils vont dialoguer tous les deux sur la question de l'identité. Et c'est vraiment une des problématiques fortes de leur travail à l'un et à l'autre. Derrida, d'un côté, dit l'identité et la langue, évidemment. C'est deux phrases qui me semblent très intéressantes. D'un côté, Derrida dit « Je n'ai qu'une seule langue, et ce n'est pas la mienne ». Très belle phrase à méditer, évidemment. Monolinguisme de l'autre. Tout à fait. Et de l'autre. Et en regard, vous avez un Glissant, vous allez nous le préciser, mais qui au fond est du côté de l'hybridité, c'est-à-dire une identité qui ne se correspond jamais vraiment complètement à soi-même. Voilà. Et qui dit sur cette question de la langue, mais c'est parce que cette question de l'identité, elle est aussi valable pour Derrida, qui essaie de s'arracher aussi, évidemment, à la question de l'identité fixe ou pure. Et donc, d'un côté, il y en a un qui dit « Je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne », et de l'autre, Glissant dit « J'écris en présence de toutes les langues du monde ». Oui. Et donc, on voit très bien que la question, par exemple, de la loi du père et de la langue de la mère, la langue maternelle ou la loi paternelle, est questionnée. On tourne autour de ces questions très importantes. C'est l'objet d'un rejeu, d'une remise en tension, voilà. En quelque sorte. Indécidable, aurait dit Jacques Derrida, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de s'arrêter dans une identité définitive, en quelque sorte. Il dit finalement l'identité est toujours à venir. Et la question de l'héritage et du passé est à la fois très importante et très présente chez lui. Je raconte aussi dans le livre qui met en parallèle donc Derrida et Glissant les fêtes juives auxquelles il participe étant enfant et qui le marquent, Pourim et d'autres qui sont très importantes pour lui. Et on va y venir. Mais c'est cette trajectoire finalement aussi de déplacement, de questionnement qui fait que l'un va s'identifier au Maran, à la figure du Maran, c'est donc Derrida, et l'autre va s'identifier plutôt à la figure de l'esclave marron, c'est-à-dire la révolte, c'est Édouard Glissant. Voilà. Le Maran et le Marron, on va venir aux dimensions juives de l'œuvre de Jacques Derrida, dont les résonances aujourd'hui sont considérables en raison du 20e anniversaire, que nous allons d'ailleurs fêter ensemble à la rentrée de septembre. Oui, cher Alyosha Valasovski, vous êtes philosophe, je rappelle vos deux ouvrages passionnants, Édouard Glissant aux éditions des presses universitaires de Rouen, et ce dialogue entre Jacques Derrida et Édouard Glissant qui paraît dans quelques jours aux presses universitaires de Vincennes. C'est un livre événement car, vous avez raison, il n'a jamais été entrelacé de cette manière-là, une sorte de mise en perspective. Voilà, de croisement, de mise en parallèle. De fécondation croisée entre leurs œuvres. Alors, il y a un point commun aussi, un autre point commun, au-delà de la biographie, au-delà de la déconstruction de l'identité, c'est, alors, puisqu'on s'intéresse aux résonances politiques aussi dans l'affaire publique, nous sommes ensemble ce matin, ce vendredi, c'est très intéressant, c'est leur commune, j'allais dire, hostilité à la conception de la souveraineté stato-nationale classique. Je cite Jacques Derrida, mais ça vaut évidemment aussi pour Édouard Glissant. Vous en parlez, page 31 de votre essai. La souveraineté, âme et donc vie de l'État, respiration artificielle de l'État. On peut dire qu'il y a un fil commun à ces deux penseurs, de gauche naturellement. Édouard Glissant et Jacques Derrida sont tous les deux hostile à la globalisation des échanges marchands en ce qu'elle a tendance à figer les relations entre les États.
Exactement. Au lieu justement de permettre l'invention d'un avenir, hein, là je reprends le jargon déridien, mais qui est intéressant. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, non, mais c'est très juste. C'est-à-dire, à la fois, il s'oppose à ce que Derrida appelle la mondialatinisation. Alors, on va en dire un mot justement, parce que la mondialatinisation, il faut définir ce que c'est. Alors donc, j'ai un peu préparé, parce que... Je vous laisse le faire si vous voulez, mais... Alors, si vous voulez, oui, on va quand même juste citer... ce qu'il dit de la mondialatinisation, c'est comment le culte de la présence, autrement dit de l'incarnation et du direct, va s'imposer partout, au niveau de la planète. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes dans une émission, et de ce point de vue-là, il y a un culte de la présence dans tous les médias. Et ceci serait pour lui... Donc c'est intéressant d'ailleurs à débattre, l'actualisation de la philosophie chrétienne, fondamentalement, centrée autour de la métaphysique de la présence. Et par contraste, cette mondialatinisation, pardonnez le jargon, mais Derrida, c'est un peu comme ça, on l'explique. C'est important, bien sûr. Voilà, relègue au second plan les philosophies ou les religions fondées sur l'écriture. Et il pense notamment... Pour embrayer là-dessus, c'est passionnant. Alyosha Vlasovsky, ce que le judaïsme et l'islam ont en commun, c'est cette expérience de l'imperceptible, transcendance et donc de l'absence. Ce sont des religions de l'écriture, des expériences du déchiffrement infini des traces. Pour le dire autrement et plus simplement, vous allez développer ce point, la mondialatinisation relègue en quelque sorte l'attention herméneutique du judaïsme ou de l'islam au déchiffrement des traces, au second plan, au profit d'une exaltation de la présence pure. Alors d'ailleurs, nous en sommes nous-mêmes un peu victimes avec cette vidéo qui, peut tendre à mettre au premier plan nos visages, nos façons d'être, etc., au détriment, en quelque sorte, du sens de ce que nous échangeons. Oui, ça me fait dire deux choses. C'est d'une part, ce que vous dites renvoie tout à fait au sens même du mot déconstruction. Alors, ça, c'est quand même aussi un élément qu'on peut définir. La déconstruction, il faut d'abord expliquer que Derrida se met à écrire à la fin des années 60, avec des grands textes comme De la grammatologie, Glas, La carte postale. Et le point de départ de la philosophie de Derrida, c'est Husserl. C'est vraiment la phénoménologie. Donc, la question de la trace est essentielle. Mais ce qui est très important, et je pense que c'est ça la déconstruction, c'est que le thème de tous les écrits de Derrida, c'est l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? Alors, parce que la question est toujours la même, c'est que, en tout cas c'est la question la plus importante, la relation entre écriture et parole, entre émetteur et destinataire, mais aussi l'idée que l'écriture a une vision, en tout cas une visée universelle, mais qu'elle est toujours aussi écrite en fonction de circonstances, d'une subjectivité, d'un point d'héritage, d'histoire, Sartre dirait de situation. Ouais. Et donc, ça, c'est tout le questionnement que va faire Derrida en ayant cette question de la décision, de la responsabilité de la prise de parole. Oui. Sur le plan philosophique, théologique, juridique, éthique, etc. Donc, la déconstruction, c'est ça. C'est comment nous avons notre propre rapport, comment déconstruire le rapport à notre propre langue. Et sur le point que vous évoquez, le point politique, c'est très important parce qu'il y a en fait deux choses à éviter. C'est d'un côté la mondialisation, là, pour revenir à cette idée, finalement, d'une sorte de standardisation des langues, des cultures, des idées. Et ça, Derrida et Glissant sont évidemment opposés à ça. Et en même temps, il se méfie de la souveraineté, c'est-à-dire d'une sorte de fixité du pouvoir, d'un repli sur un pouvoir fixe. Et la meilleure illustration, c'est lorsque, au milieu des années 90, Derrida et Glissant se retrouvent aux côtés de Salman Rushdie. Oui. À Strasbourg, ils fondent ensemble le Parlement international des écrivains et la grande idée, c'est justement, et c'est aussi la question de la judéité qui est là, c'est une sorte de poétique, de politique d'hospitalité, d'ouverture. Vous voyez, c'est ça la question. C'est très intéressant. Là, on reste encore 2-3 minutes, si vous voulez. Après, on va basculer sur l'être juif, la vocation juive, sa façon d'interroger l'œuvre de Lévinas aussi, qui était son ami, il l'aimait beaucoup. Bien sûr, il a rendu hommage dans Adieu, que j'ai rapporté là pour notre émission. Mais encore un mot sur cette autre mondialisation dont il se réclamait, l'un et l'autre en quelque sorte. Tout à fait. Est-ce que d'après vous, c'est une utopie qui pourrait prendre forme aujourd'hui, qui n'a pas pris forme de leur vivant, qui pourrait prendre forme aujourd'hui, et quelle forme politique pourrait-elle prendre? Est-ce que cette autre mondialisation serait à la fois ce que nous disions, c'est-à-dire un écart par rapport au souverainisme classique, mais aussi une ouverture à cette hospitalité inconditionnelle qu'à la fin de sa vie, Jacques Derrida appelait de ses voeux. Voilà, et qu'il a travaillé à partir, disons, de Spectre de Marx 1995, justement. Ouais. Donc c'est tout un basculement dans la politique de Derrida. Ouais. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a un texte important qui s'appelle L'autre cap de Derrida. C'est une interrogation sur qu'est-ce que l'Europe. Comment repenser les frontières de l'Europe. Comment faire en sorte que l'Europe soit un espace qui montre justement le chemin vers l'hospitalité, vers l'ouverture. C'est très compliqué parce qu'il y a à la fois un profond
pessimisme, mais en tout cas un réalisme, un pragmatisme de Derrida face à la réalité géopolitique de son temps. Et en même temps, il y a effectivement l'idée que la démocratie ne coïncide jamais avec elle-même, Oui. que c'est toujours la démocratie est toujours à venir. Voilà. Et c'est là où justement il y a cet espace de transformation que du côté de Glissant, lui il appelle la mondialité, c'est-à-dire le revers de la mondialisation. Vous voyez, il y a des chemins de rapprochement entre les deux penseurs. Mondialité de Glissant, démocratie toujours et par nature à venir Voilà. chez Jacques Derrida. Ces pensées résonnent dans notre actualité, mais j'ai envie de vous dire, bon, vous le savez, bien sûr, vous êtes philosophe, vous êtes engagé dans la cité également, par les émissions auxquelles vous avez souvent l'occasion de participer. Alyosha Walazowski, vous signez donc un livre de débat croisé entre Derrida et Glissant qui est passionnant aux presses universitaires de Vincennes. Mais enfin, quand même, la plupart des Français d'aujourd'hui, quelle que soit leur orientation idéologique politique, ils souhaitent au contraire le rétablissement de l'autorité de l'État, les frontières, le contrôle des flux migratoires. Alors, est-ce que ces pensées ne sont pas décalées par rapport aux aspirations de nos contemporains ? Mais c'est justement dans cette confrontation avec les aspirations qui peuvent aussi quelque part se normaliser très vite et devenir au fond un peu systématiques. Donc c'est très important que des penseurs comme Derrida, Glissant et d'autres nous aident à créer non pas une contre-proposition complète, vous voyez, par rapport à ce que vous dites, mais des espaces d'ouverture, des espaces de questionnement. Parce que au fond, cette question justement de l'État, de la souveraineté, du pouvoir, se posera toujours à la fois dans un certain conservatisme d'un côté et un certain progressisme de l'autre. Donc il est important de faire jouer des tensions, des divergences, des contradictions, pour montrer que l'un et l'autre ont une certaine utopie positive. Merci beaucoup, donc c'est passionnant. Le premier volet de notre émission, on l'a en quelque sorte achevé. Je rappelle, bien sûr, Jacques Derrida et Édouard Glissant en dialogue aux presses universitaires de Vincennes. On appuie notre conversation là-dessus. Nous allons bientôt fêter, nous le disions en introduction de cette émission, Alyosha Walazowski, les 20 ans de la disparition de Jacques Derrida. Pour toutes les raisons que vous avez énoncées, c'est un immense esprit de notre temps. Quoi qu'on pense des orientations politiques de sa pensée, mais c'est autre chose. Justement, au cœur de sa pensée, il y a cette question de la différence, de la trace, de la déconstruction. On vient d'en parler largement. Mais il y a une sorte de résistance, de persistance du signe juif, et c'est ça que nous allons analyser maintenant. Alors, disons-le clairement, dans l'un de ces textes, on va dire testamentaires, l'un de ces textes testamentaires, le dernier des Juifs que j'ai apporté pour cette deuxième partie d'émission, il se réclame au fond d'un judaïsme paradoxal. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il appelle, on va le voir dans un instant, le maranisme. Ça fait écho pour beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs. Et il se dit même à lui-même, moins tu te montreras juif, plus et mieux tu le seras. Alors, c'est un jeu de l'esprit, un jeu avec le paradoxe, un peu comme ça, un peu gratuit, ou c'est une aspiration beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure, beaucoup plus authentique. Oui, non, mais c'est très juste. C'est la deuxième solution, bien sûr. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Derrida appelle lui-même la destinérance. C'est-à-dire qu'il est effectivement un juif en errance, un juif en questionnement, un juif en méditation permanente. Et la judéité fait totalement, autant que le judaïsme, les deux pôles, évidemment, pour lui. C'était un torturé, Jacques Derrida. Alors, on pourrait dire qu'il avait une inquiétude, je dirais. Et c'est pour ça que la figure du maranisme est très importante pour lui, parce que ça renvoie à ce qu'on avait dit tout à l'heure, effectivement, lorsqu'il est déchu de sa nationalité française, étant enfant à l'école, et qu'il est même obligé de quitter l'école en 1940, il est chassé de l'école, c'est un traumatisme fondateur. Donc la question même de l'identité comme traversée, il partage avec Hélène Sixou la question de la nostalgérie, donc ce lien très fort aussi avec les racines. Mais c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Et ce qui reste du judaïsme au monde, justement, c'est le devenir juif, le destin juif qui est très important pour lui. Et donc, il a aussi cette eschatologie, donc c'est ce que vous dites tout à fait, ce maranisme qui est une sorte de recherche clandestine du moi, du sujet. Vous m'autorisez à le citer, justement. Bien sûr, allez-y. Il écrit donc dans les 10 dernières années de sa vie où il y a, on va dire, cette forme de retour, au sens large, culturel bien sûr. Dans la mémoire de notre enfance commune, écrit Jacques Derrida, et bien que nous n'y soyons jamais allés ensemble, sachez qu'il est un jardin béni. Si nous n'y avons jamais été ensemble, nous en avons souvent parlé en souriant, sur le ton de ce que j'appelle, moi, une nostalgérie, elle, donc Hélène Sixous, son algériance. Voilà. Ah oui. La nostalgérie répond à l'algériance. Alors, quelle forme prenait justement dans la vie de Jacques Derrida la nostalgérie, d'après vous ? C'était la forme, par exemple, d'une nostalgie
de ce qu'on a souvent décrit, à tort ou à raison, peu importe, hein, comme cette convivence judéo-musulmane. Absolument, oui, se définissant lui-même comme juif d'Algérie, et ayant aussi évidemment tout cet héritage et ce questionnement, tout en ayant évidemment le souci de la dissémination de l'identité, jamais fixe à elle-même. Donc on est dans un questionnement philosophique profond, une sorte de traversée des lieux. Il y a des très beaux films d'ailleurs qui montrent Derrida justement proche de ruines, de lieux antiques, de lieux de méditation. Il évoque même, hein, à un moment, il évoque dans son œuvre, je ne sais plus dans quel texte, vous deux, mais il évoque la maison d'El Billard, avec notamment, vous savez, ce dispositif qui existait dans les maisons pour que les moustiques soient interceptés. Vous savez, absolument, avec du miel, etc. Et donc, il y a une sorte de hantise de son passé algérien, exactement. Auquel il revient toujours, mais sous une forme qui évidemment échappe aux définitions traditionnelles, communautaires ou identitaires de l'être juif. Mais vous avez tout à fait bien dit, c'est dans Circonfession justement qu'il y a ce rappel, ces souvenirs, cette sorte de beauté d'un temps qui n'est plus là, en tout cas celui-là, et en même temps le traumatisme de l'enfance. Donc vous voyez que là aussi la complexité des deux éléments, des deux tensions. Alors la judaïté, et comme on le disait tout à l'heure, elle est à venir, c'est-à-dire qu'elle est là aussi une sorte d'attachement, détachement, de mouvement, de destinérance, comme on le disait tout à l'heure, et qui fait que c'est, lui-même dans cette conférence, le dernier des Juifs, se donne justement ce questionnement ultime. J'aimerais qu'on évoque, il nous reste 4 minutes, c'est passionnant, Alyosha Vlasovsky. Nous partons évidemment de votre très bel essai Jacques Derrida, Édouard Glissant en dialogue aux éditions des presses universitaires de Vincennes, c'est dans quelques jours. Hein. Absolument. On fait un peu du teasing déjà. Il sort bientôt. Oui, et nous allons terminer sur donc ce concept de messianité. Alors vous allez nous en définir les contours dans la pensée de Jacques Derrida, notamment dans Le Dernier des Juifs, l'un de ses textes, on va dire, testamentaires. Exactement. Mais aussi dans Adieu. Adieu, c'est le grand texte, très beau texte, paru en 1996, quelques mois après la mort de Emmanuel Lévinas, le grand philosophe Emmanuel Lévinas, qui était son ami. Et Jacques Derrida écrit la chose suivante. « Revenons un instant à Jérusalem. » Citation. « Nous approchons des portes de Jérusalem. Qu'est-ce que l'approche? Et cette approche cessera-t-elle jamais ?» Et il ajoute « Rendons-nous à Jérusalem, un an après cette séparation de séparation, depuis la mort d'Emmanuel Lévinas. L'adieu de la séparation nous laisse encore cette grâce à lui, l'entendre et le lire, l'accueillir et le recevoir selon la trace. » On peut dire que, pour un philosophe prétendument laïque, la question de la présence du Messie dans l'histoire a semblé l'obséder de plus en plus dans les 10 dernières années de sa vie. Hein. Absolument. Là, on est en 96. Oui, hein. oui. Voilà. Et Jacques Derrida décède en 2004, donc c'est dans la dernière décennie, on va dire. Il y a un tournant messianique de sa pensée tout à fait. Hein. Mais quand le texte que vous lisez est à la fois troublant et merveilleux de ce point de vue-là, on sait l'importance des textes talmudiques pour Lévinas, et donc il y a tout ce travail. Et l'écriture même qui était au cœur de la déconstruction, finalement, trouve ici un axe, une voie d'accès. Bon, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? On va le dire en termes juifs. Il est devenu un Baal Teshuva à la fin de sa vie, un homme du retour? Mais il a sans doute quelque chose qu'il a travaillé sur cette question de l'identité et du retour de l'identité, effectivement, c'est certain. Tous les derniers travaux, on sait par exemple, on peut faire un parallèle avec un autre penseur qui était Sartre, et sur le lien aussi du dernier Sartre avec Lévinas, par l'intermédiaire de Benny Lévy. Absolument, donc vous voyez quand même cette question-là est très importante aussi dans des penseurs qui ont traversé beaucoup de champs du savoir, beaucoup de champs des idées, et qui ont aussi ce besoin du retour, cette besoin aussi de l'autobiographie. Alors je vais vous poser une question très naïve. On le sait, bon, c'est un homme de gauche, au fond très proche de ce que serait aujourd'hui le Parti communiste d'aujourd'hui. Hein. Il est très proche de cela. Bon, c'est un internationaliste, il n'aime pas les nations souveraines, etc. Il a toujours d'ailleurs exprimé la plus grande sympathie envers Israël, mais évidemment critique d'un point de vue de gauche de ses politiques gouvernementales. Bon, il est devenu religieux à la fin de sa vie? Alors, donc, disons-le clairement. Oui, hein, non, mais dans les je termes pense pas. Non. Dans les termes d'aujourd'hui. Dans les termes d'aujourd'hui, en tout cas sur la question du messianisme et de l'eschatologie, oui, bien sûr qu'il y avait un sens du futur, de l'avenir qu'il questionnait. Sur la question du communisme, c'est très intéressant parce que il se met à travailler Marx une fois que le mur est tombé en 95 et il n'a jamais travaillé Marx. Il a été un peu l'anti-Althusser, hein, vous savez. En 30 secondes encore, je suis désolé. Mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, moi je pense que la question de l'être juif est fondamentale pour Derrida, que c'est aussi une question une de ses identités multiples et auxquelles il donne un poids et une légitimité très importante à la fin de sa vie. Je dirais plus qu'il s'intéresse pas forcément au judaïsme, mais à la judéité. C'est ça au final, parce que la question qu'il a traversée depuis le monolinguisme de l'autre, c'est aussi
qui suis-je? Alors Quelle est justement, mon identité? vous avez raison, on le sent très inquiet par l'impossibilité de définir de délimiter une fois pour toutes son identité. C'est sans doute un des ressorts d'ailleurs de sa philosophie, comme celle de tant d'autres philosophes de ces générations-là, on va dire, hein, qui sont plus inquiets que peut-être dans le contemporain. C'est la marque de cette French Theory, hein, on peut dire en globalité. Tout à fait, vous avez raison. Si on fait des cartes postales un peu rapides. Mais pour terminer là-dessus, bien sûr. Quelle était pour lui la vocation juive? Qu'est-ce qu'il a définissait en propre, la vocation juive? Alors d'abord, effectivement, comme il a travaillé une longue partie de sa vie contre l'idée de généalogie et d'ascendance en tant que telle, donc la généalogie juive, puisqu'il venait d'une famille juive pratiquante, elle a eu une importance dans son enfance, dans sa vie. Comme dans beaucoup de ces familles juives d'Algérie, d'ailleurs. Absolument, hein. voilà. Il y avait un rapport à l'orthopraxie qui était encore très vivant. Mais il se définit, pour répondre à votre question, il se définit comme un enfant de la Méditerranée. Tout à fait. Donc c'est là aussi où est son lien avec le judaïsme. C'est dans cette définition-là de cette traversée de la Méditerranée qu'il a emmené ailleurs et dont il a toujours eu un attachement profond. Donc c'est ça, c'est cette origine-là qui reste quelque chose qu'il a pensé, travaillé, redécouvert, interrogé, en étant effectivement le dernier des Juifs. C'est passionnant, Aloysia Waldowski. Je le rappelais, vous êtes universitaire philosophe, vous êtes un spécialiste de la pensée de Glissant, mais nous parlons aussi de votre livre événement sur dialogue entre la pensée de Glissant et la pensée de Derrida. Imaginons, il vit quelques années de plus. Exactement. Hein, il ne meurt pas en 2004. Il aurait franchi les portes de Jérusalem? Ah mais oui, là je pense que le texte que vous avez signalé est absolument ça. Le lien à Jérusalem est très profond là dans le texte que vous avez signé, donc que vous avez lu. Et donc c'est très important pour Derrida, oui bien sûr. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J. Je rappelle. Merci de votre accueil, Alexis. Jacques Derrida et Édouard Glissant en dialogue aux presses universitaires de Vincennes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Ça, c'est uniquement